Il faut bien voir que si on a le temps aujourd'hui de se poser des questions philosophiques, pardon d'être un peu provoque, on le doit notamment aux machines. Donc, est-ce que dans un monde où il y aura de moins en moins de machines et de moins en moins d'énergie, on aura besoin de plus de travail? La réponse est oui, ça paraît absolument évident. Physiquement, hein, j'entends. Je ne préempte pas le débat sur la répartition entre rente et salaire, communisme et capitalisme, etc. Juste physiquement, moins de machines et il y aura besoin de plus de travail. Et même malgré ce plus de travail, on ne compensera pas la baisse de production physique. Quand on regarde ce que les machines ont fait du côté du travail, elles ont divisé par 2 le temps de travail entre 1900 et aujourd'hui. Donc les 35 heures, c'est les machines. Les retraites, c'est les machines. Il n'y avait pas de retraite avant les machines. Les études longues, c'est les machines. Il n'y avait pas d'études longues avant les machines. Il y avait que les rentiers qui faisaient des études longues, donc les aristos. Donc il faut bien, quand on regarde la réalité physique, c'est qu'avant les machines, les gens transpiraient beaucoup, que les 2 tiers de la population étaient agriculteurs et que le soir, ils ne venaient pas dans ce genre de conférence, donc je parle pour vous et pour moi en même temps. Hein. Ils étaient juste épuisés sur leur couche. Bon. Donc il faut bien voir que si on a le temps aujourd'hui de se poser des questions philosophiques, pardon d'être un peu provoque, on le doit notamment aux machines. Donc, est-ce que dans un monde où il y aura de moins en moins de machines et de moins en moins d'énergie, on aura besoin de plus de travail? La réponse est oui, ça paraît absolument évident. Physiquement, hein, j'entends. Je ne préempte pas le débat sur la répartition entre rente et salaire, communisme et capitalisme, etc. Juste physiquement, moins de machines et il y aura besoin de plus de travail. Et même malgré ce plus de travail, on ne compensera pas la baisse de production physique. Ça veut dire que le travail sera par ailleurs, en termes strictement physiques, payé moins. Il faut bien voir que tout bien qui existe aujourd'hui et qui existait il y a un siècle, une table, une chemise, une paire de lunettes, etc., vaut aujourd'hui 1 kilo de viande, vaut aujourd'hui de l'ordre de 50 fois moins cher que ce qu'il valait il y a un siècle et demi, en termes réels. Hein. C'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer ce genre de choses, aujourd'hui, c'est 50 fois moins. Et ça, j'insiste, à nouveau, c'est l'avènement des machines qui a permis ça. Donc, dans un monde dans lequel on va avoir des flux physiques en contraction, je pense que, évidemment, on va avoir besoin de plus de travail, on va avoir besoin de plus de travail manuel, on va avoir besoin de plus de travail pour organiser une forme de sobriété collective, on va avoir besoin de reconfigurer plein de choses. Alors, dans le plan de transformation de l'économie française qu'on a fait au Shift Project, on a essayé de regarder, on a essayé de faire de l'économie sans parler d'euros. Je sais que ça va peut-être faire dresser quelques cheveux sur la tête ici, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder comment est-ce qu'il fallait réorganiser physiquement les activités pour que ce soit compatible avec une baisse de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 5% par an de moins de pétrole, de gaz et de charbon, pour être très précis, et éventuellement de méthane et de protoxyde d'azote, ce qui concerne notamment l'agriculture. Et on a regardé ce que ça pouvait vouloir dire sur les mutations de l'emploi, sur une partie des emplois où on arrivait à dire quelque chose de pas trop idiot. Parce qu'il y a plein d'emplois qui vont devoir aussi changer dans ce monde-là. Par exemple, les enseignants, c'est évident qu'ils ne vont pas devoir enseigner la même chose dans ce monde-là que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si on a beaucoup moins de machines sur lesquelles coder, les enseignants qui apprennent à coder, ils sont un peu moins nécessaires. Si on a beaucoup moins de machines pour aller se déplacer à droite et à gauche, les enseignants qui apprennent soit à fabriquer les machines, soit à s'en servir, soit à proposer des services à la base de ces machines, ils seront moins nécessaires, etc., etc. Donc les enseignants, il y en a une partie qui vont devoir enseigner différemment, mais pour nous, on n'a pas rentré dans les calculs le fait que, les modifications internes au métier. On a dit les enseignants, on n'est pas capable de dire s'il en faut plus ou moins. Donc voilà. Par contre, il y a tout un tas de métiers qui sont associés aujourd'hui à des filières productives sur lesquelles, enfin productives matériellement j'entends, sur lesquelles on a été capable de faire des petits calculs d'ordre de grandeur, par exemple la filière automobile, par exemple la filière agricole, par exemple certaines filières industrielles, etc. Et le calcul auquel on est arrivé, c'est qu'il y a au moins un quart des métiers qui doivent disparaître ou se créer dans un monde qui se décarbone à la bonne vitesse. Sur 4 millions d'emplois qu'on a regardés, il y a 1 million d'emplois qui disparaissent et 1 million d'emplois qui sont créés, en gros, évidemment pas dans les mêmes secteurs. Alors ça veut dire qu'il y a à l'évidence des besoins de reconversion qui sont absolument majeurs. Et on a commencé à aller en discuter avec les grandes centrales syndicales françaises.
Et la question, évidemment, c'est comment on fait, comment on organise ce genre de truc. Est-ce qu'on se contente d'attendre que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières en sortent naturellement, partant à la retraite, et puis on embauche les gens ailleurs? Mais si on fait ça, ça veut dire que dans les filières dont on a de moins en moins besoin, on a des gens de plus en plus vieux globalement. Peut-être pas extrêmement, c'est peut-être pas le meilleur manière. Je sais pas. Il y a d'autres, il y a des compétences. Alors, enfin, juste avant, là, Bernard a parlé d'Airbus. Des gens qui fabriquent des avions dans un monde qui se décarbone. On a moins besoin d'avions, manifestement. Alors, on a à la fois besoin, dans un premier temps, d'avions qui consomment beaucoup moins pour conserver quelques avions, et dans un deuxième temps, besoin de moins d'avions. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui savent faire des avions? Voilà, une question. Est-ce qu'on leur fait faire des trains? Parce qu'il y a besoin d'assez de trains. Est-ce qu'on leur fait faire des calculs de structure pour faire autre chose? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, et alors ça, c'est, là aussi pour mettre les pieds dans le plat, malheureusement, ce n'est pas un grand problème théorique, ce genre de sujet, c'est 1000 milliards de problèmes pratiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes théories si on veut sur la reconversion professionnelle, juste ça n'a aucune portée pratique. Parce que la reconversion professionnelle de quelqu'un qui est spécialiste du flux d'écoulement d'air dans les turbines d'un moteur d'avion, ce n'est pas la reconversion professionnelle de quelqu'un qui a une exploitation intensive de maraîchage. Voilà, ce n'est pas du tout la même. Donc, c'est que des problèmes pratiques. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vigilance et il n'y a pas assez de temps qui est investi dans la façon de gérer ces problèmes pratiques. Et ces problèmes pratiques, de mon point de vue, sont des problèmes essentiellement de filière. C'est-à-dire qu'il y a des... Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Bernard. C'est évident, mais ça, je pense que ça serait vrai aussi si les activités étaient détenues par par l'État. Hein. À partir du moment où vous avez des activités qui doivent se contracter, Charbonnage de France était détenu par l'État, je crois, c'est pas pour autant que les mineurs ont sauté de joie en l'air quand on leur a dit vous n'êtes plus nécessaire. Hein. Donc je ne pense pas que l'antagonisme entre capitalisme et détention par l'État règle les problèmes des gens dont l'emploi est moins nécessaire, voire plus nécessaire, dans un pays qui se décarbone. Voilà, je pense que c'est deux problèmes qu'il faut un peu séparer. Alors Jean-Marc, la transition écologique pourra-t-elle se faire de façon démocratique? Et quelles seront les modalités de mise en œuvre et les besoins d'arbitrage? Alors le mot démocratie, c'est la planche pourrie par excellence. Je ne connais pas de mot plus piégeux que le mot démocratie. Si je peux me permettre, maintenant que j'ai franchi le demi-siècle depuis un certain temps, la manière dont je traduis un débat pas démocratique, expression que j'ai entendue un certain nombre de fois, c'est un débat, quelles que soient les formes dans lesquelles il a été mené, qui aboutit à une conclusion qui n'est pas la mienne. En général, un débat pas démocratique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, si j'essaye de faire de la philosophie à deux balles, ma définition de la démocratie, elle peut être soit très scolaire, c'est un système dans lequel les gens votent, voilà, un système démocratique. Mais à ce moment, la Russie est démocratique, les États-Unis, c'est démocratique. Alors, est-ce qu'on considère que les États-Unis, par exemple, c'est un pays dans lequel les courants d'opinion sont correctement représentés? Moi, je pense que non. C'est vraiment un pays dans lequel c'est le règne de l'argent roi. Hein, ça, pour le coup, je veux dire, les élections sont achetées par de l'argent, les campagnes coûtent une fortune. Une fois que les élus sont capturés par une partie de leurs électeurs fortunés, le système est indirect. Enfin bon, un milliard de travers dans ce pays. Et ça n'empêche absolument pas le pays, par ailleurs, d'être extrêmement violent et inégalitaire. Donc, la démocratie, on peut en avoir une vision un peu plus large, j'ai envie de dire. C'est un système dans lequel la consultation des gens qui vont être partie prenante derrière à l'action, elle est suffisamment importante pour qu'ensuite il n'y ait pas de frustration majeure et qu'on ait pu avancer en entendant toutes les personnes qui avaient voix au chapitre. Et alors, après, je vais vous donner un exemple. La Convention citoyenne pour le climat, pour moi, c'est un exercice de démocratie. Voilà, vous prenez des gens au sort, vous leur demandez un avis sur les choses qui seraient pertinentes. C'est un exercice de démocratie. Voilà. Donc, est-ce que la transition va se faire en étant démocratique? Alors moi, je ne suis pas un grand adepte du totalitarisme, donc j'espère bien que oui. Le risque, c'est que ça ne soit pas le cas. Et le risque, c'est que ça ne soit pas le cas avec deux écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est l'écueil de perdre trop de temps et qu'à ce moment, ce soit des chocs externes qui se chargent de réguler la situation. Parce que quand une situation est hors d'équilibre, elle ne le reste pas indéfiniment. Hein. Or, actuellement, nous sommes hors d'équilibre, au sens physique du terme. Donc, de toute façon, la situation va se réguler. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes,
c'est des chocs externes qui vont s'en charger. Les chocs externes, c'est rarement des ferments de grande démocratie. L'histoire montre qu'en général, ou alors en tout cas, il y a un bain de sang avant, pas très pressé. Et il y a un deuxième écueil. L'écueil, c'est que, et ce que je vais vous dire n'est pas anticapitaliste par nature, mais c'est une perversion claire que l'on peut observer en ce moment. L'écueil, c'est que dans la crainte de voir un monde s'organiser avec moins, il y a une captation par ceux qui sont au pouvoir de la ressource résiduelle. Et ça, c'est une crainte réelle qu'il faut avoir et que moi, je peux observer dans l'exercice de mon métier, même si je suis dans une sale société capitaliste, je peux quand même observer ce genre de choses. Et je peux observer que c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Alors, je n'ai pas de martingale nécessairement contre ça aujourd'hui, hein, mais c'est clair qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il y a un vrai risque que la transition se fasse de manière inégalitaire parce que ceux qui l'organisent, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir sont nécessairement proches de ceux qui ont des intérêts à défendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, et encore une fois, je suis tout à fait capitaliste dans mon exercice de mon métier aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un gros warning sur ce danger-là, et qui, à mon avis, est aussi un danger très important. Donc il y a un danger important si on transitionne, c'est celui-là, et il y a un danger important si on ne transitionne pas, qui est de se prendre tellement de coups dans la figure que la société dérivera de manière totalitaire.